Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Job Story, le podcast qui met en lumière les métiers et les parcours professionnels. Et pour cet épisode, on accueille Oriane, chargée de mission pour Insercycle, mais aussi entrepreneur au sein de sa propre agence, O Event Consulting. Ancienne bénéficiaire de notre mission locale, Oriane nous racontera son parcours et son évolution professionnelle. Elle nous parlera aussi d'un projet qui lui tient à cœur, la Nuit des sports de combat et des arts martiaux, un événement à ne pas manquer le 5 avril 2025 à la salle du Bateau-Lyre au BARP. Comment jongle-t-on entre plusieurs casquettes professionnelles? Quelles sont les coulisses d'un événement sportif d'envergure? Oriane nous dit tout. Allez, c'est parti. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Oriane. Bonjour. Enchantée, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Oriane. J'ai été accompagnée par la mission locale pendant quelques mois, parce que ça faisait plus d'1 an et demi que j'étais au chômage à la suite de mon master dans le management sportif. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un emploi en tant que chargée de mission pour une association qui fait à la fois de l'insertion professionnelle et de la promotion du vélo et des activités autour du vélo. D'accord. Et vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer un petit peu quel est votre chemin de vie? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier chargé de projet? Alors au départ, j'étais pas partie pour être chargée de projet. Ouais. Le tout premier métier que je voulais faire, c'était éthologue équin. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, rien du tout, parce que je suis passionnée d'équitation. Et puis, quand j'étais au lycée, je voulais faire de ma passion mon métier. Et puis l'éthologie, c'est on va dire, c'est l'étude du comportement du cheval. Donc un peu le psy du cheval. Et en fait, au cours d'un job d'été, je me suis rendu compte, en côtoyant les chevaux tous les jours, c'était pas mon dada, que je voulais le garder en tant que passion. D'accord. Et que je voulais pas m'en lasser. Donc c'est après ça, j'avais 15-16 ans à l'époque. C'est après ça où je me suis dit, bon, je vais peut-être chercher autre chose. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Qu'est-ce que j'aime faire? Et puis je voyais que j'aimais beaucoup organiser des sorties, j'aimais beaucoup organiser les anniversaires de ma petite sœur, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, ouais, le côté communication, côté événementiel, j'aime beaucoup. Donc à la fin du lycée, j'ai voulu m'orienter sur des études en communication, qui étaient pour moi assez larges. Je savais pas qu'il y avait des études spécifiques à de l'événementiel, parce que j'ai fait un bac ES. Et du coup, c'était des bacs assez généraux et on nous orientait pas forcément on nous orientait sur quelque chose d'assez général, et on nous présentait pas forcément des portes ou des ouvertures sur différents domaines. Donc je me suis orientée sur de la communication. Parcoursup m'a fait un peu galérer. Ouais. Donc j'ai dû réorienter. Je me suis dit, bon, est-ce que je veux vraiment faire de la communication? Est-ce que je serais pas capable de pouvoir m'ouvrir un peu plus? Et donc j'ai commencé par un bachelor en management des entreprises, qui prend tout un tas comment dire, de pôles diversifiés dans l'entreprise, que ce soit du marketing, que ce soit de la négociation, relations clients, de la communication, de la compta, tout un tas de compétences. Et au fur et à mesure, donc on a eu des projets qui se sont mis en place, des projets aussi à gérer donc en interne avec l'école. Et c'est là où, par le biais de stages, par le biais de différentes expériences professionnelles, je suis allée tout doucement vers l'événementiel, que ce soit sur l'événementiel terrain, que sur de l'organisation, de la création d'événements. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que tout ce qui était gestion de projet,
dans sa globalité, c'était ce qui m'animait. Et donc après, je me suis spécialisée sur un master dans l'événementiel, mais avec une spécificité dans le milieu du sport, parce que je me suis dit que ça pouvait m'ouvrir d'autres connaissances, d'autres portes. Donc ça faisait un plus à ma formation. Vous avez vraiment fait un travail d'introspection quand même pour en arriver là. Oui, pas mal quand même, parce que chaque expérience professionnelle, chaque on va dire chaque année, je me disais, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que qu'est-ce qui me plaît réellement? Parce qu'il y avait, enfin, je voyais autour de moi des personnes qui savaient déjà ce qu'elles voulaient faire et que ben, moi je savais pas. En fait, je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. J'étais quelqu'un qui était très réservé, voire même timide, et qui au fur et à mesure, bah, je me suis vue m'ouvrir. Et puis bah, c'est là où je me suis vraiment bah, épanouie dans différents domaines. Et il y a eu des expériences aussi professionnelles où ça a été très compliqué, où là je me suis dit, bon, ok, ça a été compliqué, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et que je pars du principe que toute relation, toute expérience nous apporte des choses, nous apprend des choses dans la vie, et que même si c'est dur à un moment donné, au moins ça nous permet de grandir par la suite et de nous renforcer, d'avoir les outils qu'il faut pour avancer et puis pour trouver notre voie. Bah, vous avez une belle vision des choses quand même, parce que vous êtes plutôt positive. Et ça fait plaisir à voir que vous n'êtes pas laissé abattre par la force des choses, hein, du coup. Franchement, bravo. Mais merci. Euh, alors, dans votre métier, quelles sont vos missions principales dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites exactement alors, dans votre métier de chargé de projet à Insercycle, mais aussi, je crois savoir que vous avez une entreprise. Oui. Voilà, si vous pouvez me parler un peu des deux. Alors je vais commencer par mon auto-entreprise que j'ai lancée il y a 3 ans de ça. Au départ, j'étais partie sur de la photo parce que bah, pendant le Covid, fallait s'occuper et qu'au départ, moi, je faisais pas mal de photos, mais pour ma passion personnelle. Et puis, on m'a poussé on va dire, à développer cette compétence, à créer des réseaux sociaux, à le partager, à essayer de participer, contribuer à différents projets. Et puis au fur et à mesure, bah, il y a eu des demandes qui sont rentrées un peu plus professionnelles et que là je me suis dit bon, il va falloir peut-être structurer tout ça et voilà, que ce soit carré, que ce soit structuré et que je puisse proposer bah, mes services de temps en temps à ceux qui le souhaitent. Donc au départ, ça a été une micro-entreprise qui a été développée sur la partie photo. Et au fur et à mesure, il y a eu 2 ans de ça, sur ma dernière alternance, lors de mon master, que j'ai effectué dans un club de lutte en tant que chargée de développement, où j'ai retravaillé toute la stratégie du club, que ce soit sur la partie communication, sur la partie partenariat, la partie événementielle et, euh, et tout le fonctionnement en interne pour permettre au club de revivre aussi après le coup du Covid. Et du coup, sur cette expérience, sur cette année, il y a eu différents projets qu'on souhaitait mettre en place, dont des stages multisports et un événement en particulier qui est né en 2023 et qui continue de grandir d'année en année. Donc c'est un spectacle, c'est la Nuit des sports de combat et des arts martiaux, qui a été développé donc en collaboration avec le club de lutte. Et l'idée, c'est de proposer un événement dédié au monde des sports de combat et des arts martiaux, qui puisse mettre en avant les associations locales, de montrer que ces associations, elles sont aussi professionnelles, qu'il y a aussi des sportifs de haut niveau, et de pouvoir proposer un événement qui réunit les gens, qui fait rencontrer aussi ces acteurs pour qu'il y ait potentiellement d'autres projets qui se mettent en place entre eux. Voilà, qu'il y ait d'autres idées qui viennent, et aussi de proposer un événement pour l'instant sur le Val de l'Air,
qui soit authentique, qui soit unique et qui apporte une autre dynamique sur le territoire et qui permettent aussi de réunir les gens, de passer un moment convivial où on ressort de cet événement, tout le monde est souriant, tout le monde est content soit de sa prestation, soit d'avoir découvert des sports, d'avoir fait des rencontres. Donc ça, c'est un événement qui se développe d'année en année, qui cette année en 2025 qui a lieu le 5 avril, donc voilà, qui se développe comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'avais modifié mon auto-entreprise de sorte à ce que ce soit, on va dire, de la communication globale, donc que ça puisse comprendre de la photo. Et vu que l'événementiel fait partie aussi de l'aspect communication, comme ça me permet de continuer de développer ce projet euh, et de faire d'autres choses à côté. D'accord. Donc, C'est très intéressant tout ce que vous me dites. Est-ce que vous travaillez essentiellement sur le Val-de-Lers pour le moment? sur le Val-de-Lers, voilà, cet événement a lieu sur le Val-de-Lers, donc sur le Barp. D'accord. Mais je travaille aussi sur le bassin, avec les stages multisports que je continue à mettre en place. D'accord. Et pourquoi pas après sur Bordeaux. Donc Vous êtes assez mobile? relativement mobile, oui. D'accord. Je me ferme pas de porte et puis voilà, le but c'est de pouvoir se développer un peu partout, de créer des contacts un peu sur tout le territoire et puis voilà, de pas rester enfermé sur une zone précise parce qu'il y a plein de choses à découvrir ailleurs. Ah, évidemment, on vous donnera tous les liens si vous m'y autorisez, bien sûr, Avec plaisir. en description de cette vidéo. Et qu'en est-il d'un cerf-cycle? Et du coup, pour un cerf-cycle, donc ça fait aujourd'hui, en mars, ça fait 2 mois que j'ai intégré l'association. Grâce aussi à l'accompagnement de la mission locale sur la préparation, enfin sur le fait de cibler des offres qui correspondaient aussi à mes valeurs. Parce que au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des entretiens que j'ai pu faire, généralement on dit qu'il y a différents facteurs qui nous permettent d'intégrer tel ou tel poste, que ce soit la partie financière, que ce soit la partie relationnelle, l'environnement de travail, enfin plein de choses. Et il y a quelques temps de ça, j'étais pas focus sur la partie relationnelle et sur l'environnement de travail, plus sur la partie mission. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, pour ma part, très important. Donc on en a discuté avec une accompagnatrice de la mission locale qui m'a préparée donc à l'entretien pour un cerf-cycle qui cherchait un chargé de mission ou une chargée de mission pour faire de la promotion et du développement du vélo. Donc un cerf-cycle sont spécialisés sur, ça fait pas mal d'années qu'ils sont dans le coin, qui se développent aussi sur le Val-de-Lers et le Nord-Bassin, parce qu'ils sont situés sur le Tech. Et donc, leur objectif principal, c'est de faire du réemploi de vélos, donc du recyclage. Ils récupèrent les vélos, ils les refont, ils les reconditionnent, et puis après, ils peuvent les proposer à la location, à la vente. Et puis aussi, ils font de la sensibilisation et de l'éducation à la pratique du vélo, parce que encore beaucoup trop de personnes ne considèrent pas le vélo comme un véhicule, comme on pourrait considérer la voiture comme un véhicule, alors qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc il y a toute une partie animation, toute une partie sensibilisation sur la sécurité aussi. Et donc la partie insertion professionnelle vient s'intégrer là-dedans, où les salariés en insertion professionnelle sont la plupart donc des techniciens qui viennent donc remettre à neuf tous ces vélos et participer sur les stands d'animation pour éduquer tout type de public sur la pratique du vélo. Et donc ça fait 2 mois que j'ai intégré un cerf-cycle pour restructurer, pour redévelopper une certaine stratégie afin de promouvoir au mieux la pratique du vélo, l'éducation à sa pratique, et puis de voir, voilà, de retravailler toute la stratégie et aussi sur la stratégie de développement sur le territoire, voir sur quel projet on peut collaborer avec
quel type d'acteur, dans quel objectif, tout ça. D'accord. Je reviens 1 minute, sur, votre entreprise. Vous m'avez dit que vous aviez, commencé, un peu avant le covid ou pendant le covid? Excusez-moi. Pendant le covid. Juste après le Covid. Juste après. Mais c'était il y a quand même un petit moment. Vous aviez Oui. quel âge? J'avais 22 ans. Waouh! Incroyable. Vous avez commencé à ouvrir votre entreprise à 22 ans? Ouais, parce que alors au départ, c'était pas, je m'étais dit, une micro-entreprise, c'est quand même un statut professionnel. Je suis peut-être trop jeune Mmh. pour, me lancer dans ça et j'ai eu écho, enfin j'ai vu, différents jeunes qui se lançaient en tant qu'auto-entrepreneurs très jeunes et on m'a rassurée sur le fait que c'était pas si compliqué que ça de se lancer, qu'il faut bien faire les choses, pas faire n'importe quoi, mais c'est il y a pas énormément de paperasse, on va dire, et ça permet au moins d'être clair professionnellement et de pouvoir, de pouvoir, s'auto-former et d'apprendre sur le terrain, par soi-même. Donc au final, il y a eu un déclic à un moment donné où on m'a dit: mais vas-y, lance-toi, il y a pas, enfin, au pire des cas, qu'est-ce que tu risques? C'est de rien faire, de potentiellement arrêter, mais ça coûte rien et puis ouais, fais ton expérience. Vous avez été, bien entourée alors? Oui. C'est le mais, je trouve ça incroyable. Du coup, vous êtes seule dans cette auto-entreprise? Oui. D'accord. Donc vous gérez tout toute seule? Oui. En plus de votre travail Intercycle? Oui, mais c'est Waouh! passionnant. C'est Je vois. multi-projet, mais c'est passionnant. Quel dynamisme. Franchement, je suis épatée par votre, parcours. Félicitations. Vous avez un peu répondu à mes questions, du coup, un petit peu en avance. Je voulais savoir, comment votre parcours, professionnel vous avez un petit peu mené à ce poste à Intercycle. Vous avez un petit peu répondu. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Hem, par rapport, par rapport à ma situation, actuelle, hem, aujourd'hui, je suis très contente du chemin que j'ai parcouru, Mmh. même si pendant pas mal d'années, c'était très flou, que j'ai des expériences dans différents domaines, que ce soit dans le milieu des vins et spiritueux, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu des festivals, ou dans, la vente, le commerce, dans le milieu équestre et je m'étais dit, l'objectif c'est de m'ouvrir, tout un tas de portes, de pas rester enfin je voulais pas rester enfermée dans un domaine en particulier, ne sachant pas si, bah, en évoluant et avec la maturité qui vient au fur et à mesure, est-ce que enfin je voulais pas regretter de m'être trompée de chemin. Ça m'a porté sur une période un peu préjudice de m'être trop ouverte, parce que, en postulant, sur différentes, offres d'emploi, étant donné que j'avais du mal à me positionner, pour les recruteurs, c'était aussi compliqué, de pas avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans tel ou tel domaine, ou sur, tel ou tel type de compétences. Donc pendant 1 an et demi après mes études, ça a été très compliqué, j'ai fait, différentes candidatures sur, que ce soit de la communication, que ce soit de l'événementiel, sur, même la partie développement durable, enfin sur plein de thématiques qui me parlaient. Mais au final, en ayant pris le temps, en ayant été aussi, suivie, d'une part, par l'APEC et la mission locale, j'ai pu aussi, mmh, comment dire? Hem, cerner mes valeurs, cerner aussi, mon profil parce qu'au final, je me connaissais peut-être pas, autant que je le pensais et du coup, le fait d'être arrivée à un Cercycle, c'est là où j'ai pris conscience que, j'avais un profil, que je devais être plutôt fière du profil assez polyvalent, que j'avais envie de rester sur, Je vous confirme. sur cet aspect-là et que j'avais pas envie, d'être totalement fermée sur, telle ou telle compétence ou sur tel ou tel domaine et d'en apprendre toujours, tous les jours. Mmh. Donc sur un vraiment être
multitâche et pouvoir gérer des projets de A à Z sans être spécialisé, mais pouvoir apprendre de telle expertise, de telle personne ou tel domaine. Je vois que oui, vous avez touché à beaucoup de domaines, de ce que vous me dites, et vous avez un profil hyper polyvalent. C'est hyper intéressant d'avoir cet entretien aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté. Euh, Dans votre journée type, dans votre travail, ou que ce soit dans votre entreprise, ou que ce soit dans un sarcycle, quelles sont les différentes étapes de votre journée? Comment ça se passe un petit peu? En tant que chargée de projet, c'est très variable. Mmh. Même si j'essaie de m'imposer, on va dire, des tâches type quand je démarre une journée. Je sais que j'ai encore du mal à me l'imposer, mais ça va venir au fur et à mesure. Parce que quand on a plein d'idées en tête, quand on a plein de choses à penser, c'est difficile de poser son cerveau et de prendre le temps de poser les choses. Mais une journée type, ce serait mais quand j'arrive, que ce soit chez un cercle ou quand je me mets sur un projet, j'ai toujours un carnet, donc un bloc-notes à côté de moi avec mon stylo. J'ouvre mon ordinateur avec les mails pour faire le check de la journée, s'il y a des mails que j'ai loupés ou pour me remettre un jour sur certaines conversations. Donc c'est de checker s'il y a des nouvelles par rapport à ça. Et puis généralement, donc je me fais un planning, on va dire, sur des choses importantes, des priorités à faire sur la journée ou sur la semaine, en fonction des rendez-vous qu'il peut y avoir sur la journée ou sur la semaine. Et j'essaie en fin de journée de me prendre quelques minutes sur des choses que j'ai pas eu le temps de faire, qui n'étaient pas forcément la priorité, et de me lister surtout, enfin, des choses à ne pas oublier et ce que je vais faire par la suite. Et donc après, une fois que la journée est en route, généralement, alors il y a des journées où je peux passer la journée devant l'ordinateur à faire du mailing, à faire des tableaux de budget, à faire des documents de stratégie, à noter des idées, plein de choses. Autant ça peut être des journées où je sais que je vais pas avoir le temps de trop me poser. Donc du coup, j'essaie un peu d'anticiper par rapport à ça, où il va y avoir plein de rendez-vous qui vont s'enchaîner et que là, pour le coup, le bloc-notes est très important parce qu'à la fin de la journée, on ressort avec plein d'informations, avec plein de rencontres, des fois aussi des rendez-vous qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc faut pas oublier la moindre information qui peut être utile pour la suite. Donc il n'y a pas de journée type, mais de prendre des notes en début de journée et à la fin de journée, c'est quelque chose que j'essaie de m'imposer parce que c'est hyper important. Et que quand on pense à plein de choses, on peut aussi très vite oublier plein de choses. Bien sûr. Je reviens, du coup, un petit peu à l'emploi du temps. Vous qui cumulez, donc du coup, ces 2 postes, en fait, à peu près, combien d'heures vous passez par semaine à travailler? Alors là, avec un cercycle, je suis en temps partiel, donc sur un 25 heures. Après, ça dépend des semaines. Ça peut être des semaines sur 35-40 heures. Mais du coup, la semaine suivante, bah, ce sera un peu moins. Du coup, je réajuste. Et après, sur les projets en parallèle, sur mes projets perso professionnels, c'est un peu plus compliqué d'estimer le temps. Euh, je dirais que j'y passe peut-être en moyenne entre 5 et 10 heures par semaine sur on va dire des petites périodes. Et là, typiquement, sur cette grosse période de rush où il y a l'événement qui arrive, peut-être, je rajoute peut-être 5 heures, 5-10 heures en plus par semaine, parce qu'il y a des réunions qui se mettent en place, parce qu'il y a des contacts à avoir, parce qu'il y a des déplacements à faire pour aller chercher, par exemple, les goodies pour l'événement, les supports de communication, pour aller faire le stock pour la restauration, tout un tas de choses. Donc, c'est assez variable sur la partie auto-entrepreneuriat. Et alors je comprends, comme vous le dites, c'est très bien, c'est un peu votre passion, tout ça. C'est passionnant, mais aussi, comme vous dites, c'est très prenant au niveau de la mémoire, de se souvenir de tout ce qu'il faut faire, tout ça. C'est pour ça que vous notez. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour vous
voyez, en fin de semaine, Ouais. faut se dire, voilà, je décroche un petit peu, parce que bien que j'adore mon métier, j'ai besoin un peu de souffler. Qu'est-ce que vous faites pour... Alors, il faut évacuer. Parce qu'au bout d'un moment, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Au bout d'un moment, ça surchauffe. surchauffe et que quand on n'arrive plus à réfléchir, faut souffler, faut oxygéner. Ça fait, vu que j'ai un rythme qui est beaucoup plus conséquent depuis pas mal de mois, c'est la partie sportive qui m'aide énormément. Ou les sorties aussi, d'aller voir, enfin de voir ma famille, mes amis, de faire des activités. Mais pour le coup, au quotidien, c'est vraiment le sport qui m'aide aussi à évacuer. Surtout que, enfin, d'avoir des objectifs sportifs aussi à côté. Là, je prépare un semi-marathon. Donc, c'est un gros challenge, mais ça permet aussi au cerveau de se déconnecter de la partie professionnelle et de se focus aussi sur une autre partie qui est plus personnelle, qui est un autre challenge aussi. Et donc, au quotidien, je sais que j'essaie de m'instaurer quand même un rythme régulier dans ma pratique sportive et qu'il y a des jours où, même si je sais que je sens que j'ai une certaine flemme à sortir, à me dire, oh là, faut que j'enfile mes baskets ou faut que je mette en tenue de sport après une grosse journée de travail. Je sais pertinemment que si je le fais pas, je vais avoir du mal à m'endormir. Donc, au quotidien, j'essaie d'aller courir 1 à 2 fois par semaine. Je fais aussi de la natation. Et puis après, je fais aussi de l'équitation. Donc, c'est différentes bulles qui me permettent de varier aussi, de pas être tout le temps sur les mêmes environnements et puis voilà, de s'oxygéner de façon différente Et et, saine. et, Et saine. et saine, voilà. De respirer aussi de l'air frais, de pas être Mm. tout le temps enfermé parce que ça, quand on est enfermé toute une journée, je pense que tous on le ressent, c'est compliqué. On manque de Donc, vitamine D, c'est sûr. c'est ça. Là, le soleil revient tout doucement, Ouais. donc ça fait du bien aussi, mais c'est vrai que l'hiver, c'est plus compliqué. Mm. Donc, je dis pas que c'est facile une fois qu'on a le rythme, ça va. Mais le plus dur, c'est de commencer et surtout l'hiver, de garder un rythme, c'est hyper important. Parce qu'après, quand les beaux jours arrivent, on a d'autres idées. Mais pour le coup, pour ma part, c'est ce qu'il y a de plus important pour garder un certain équilibre et de pouvoir être proactif sur les projets. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est que il y a la différence entre discipline et motivation. Des fois, on n'a pas envie, Ouais. mais quand on est discipliné, on avance. Et d'ailleurs, toutes ces pratiques sportives, j'imagine, je m'avance peut-être un peu, qu'elles vous ont peut-être aidé à être peut-être un peu plus discipliné dans votre travail. C'est ça, d'avoir... là, ce matin, typiquement, je m'étais dit, bon, on a rendez-vous à 10h, ok. Mais ce matin, il faut que j'aille courir. Parce que sinon j'aurais pas le temps le reste de la journée parce qu'il y a d'autres rendez-vous. Bon, allez, regarde, tu mets ton réveil, même si t'es pas du matin, tu vas y aller, tu vas aller courir un petit peu, ça va faire du bien. Et puis ça permet au corps aussi de se réveiller, ouais, de se mettre en activité tout doucement. Et c'est vrai que ça permet du coup d'avoir ce rythme. Euh, c'est une certaine autodiscipline et du coup ça permet au corps en restant actif de pouvoir aussi être plus disponible sur la partie professionnelle et d'être du coup aussi beaucoup plus proactif, d'optimiser son temps de travail, de pas être là à phaser devant l'ordinateur ou de regarder dehors ce qui se passe. Mais voilà, c'est d'oxygéner son cerveau, c'est hyper important pour pouvoir être efficace. Alors, on voit que vous êtes un profil qui est très dans l'action. Il faut. Oui, il faut, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier, dans tout ce qui touche à la gestion de projet? Ce qui me passionne avant tout, c'est le côté créatif où faut réfléchir, d'essayer de trouver de nouvelles idées, que ce soit sur un projet déjà existant, d'essayer de l'améliorer, de trouver des nouvelles façons de fonctionner, comment on pourrait faire, étant donné qu'on a eu cette problématique, pour
pour trouver de nouvelles idées, pour attirer peut-être plus de monde, ou pour faire en sorte de rendre le projet plus confortable, sur différents facteurs. Mais il y a aussi le côté festif où j'aime les émotions que ça procure. Euh, je reste, euh, je reste une grande enfant à chaque fois que je participe, que je contribue à certains projets, parce que je vois dans les yeux des gens ce côté pétillant où ils ont même le sourire, ils sont contents, que ce soit par exemple sur le spectacle de la Nuit des Sports, ils sont contents de leurs prestations, ils viennent et puis on partage aussi des choses. C'est des émotions qui sont communiquées et ça, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus important aussi. Euh, et donc, en lien avec ça, c'est le côté relationnel où généralement, si on sait quelles sont nos valeurs, si on arrive à les communiquer, à les diffuser, généralement, on attire des personnes aussi qui sont en lien avec ces valeurs. Et du coup, on fait de très belles rencontres. Et ça peut mener aussi à d'autres projets, en discutant, en partageant certaines choses euh, qui, qui se développeront par la suite. Et puis ça devient des amis pour certains. D'autres, il y a des projets qui se mettent en place un peu plus tard. Mais voilà, c'est le côté relationnel et puis le côté créatif de pas être limité, de pas être enfermé et puis d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur le monde. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, c'est qu'en créant des liens sociaux forts, parce que c'est quand même les compétitions sportives en général sont des moments forts, vous avez peut-être pu créer des amitiés Oui, dans votre vie personnelle, tout ça. Et je trouve ça important aussi de le dire parce que on n'est pas là que pour parler du métier, mais aussi de tout ce que ça englobe, et ça doit en faire partie. c'est ça. Mm. Mais je le vois même par le biais de mes études, par le biais de mon master, il y a des relations qui ont été assez fortes, où forcément on a dû mettre en place des projets en commun. Ça a été des périodes assez compliquées où faut être organisé, faut être disponible, faut s'adapter à chacun. Euh, D'autant plus qu'il y a aussi un mémoire de fin d'année à préparer, que en plus on nous demande de rendre des dossiers, que il y a des présentations, il y a des dossiers, des projets à rendre en commun. Et mine de rien, ça crée aussi des liens forts. Donc durant mes études, ça a été des personnes sur qui aujourd'hui je sais que je peux compter et qui demain continueront de m'accompagner sur le projet de la Nuit des Sports parce qu'on sait, on sait pertinemment qu'on sait très bien travailler ensemble, qu'on s'entend aussi très bien et que la communication est hyper fluide euh, et que chacun sait ce qu'il peut apporter sur tel ou tel projet. Donc ça, c'était sur la partie études et sur la partie projet. Euh, Typiquement, au cours d'une alternance où j'étais dans une agence d'animation, de prestations DJ et tout l'aspect technique aussi de l'événementiel, j'ai fait la rencontre de mon tuteur d'alternance qui m'a beaucoup accompagnée, avec qui on avait un lien assez fort, on s'entendait très bien et qui aujourd'hui se retrouve être le speaker de mon événement. Donc au final, moi à cette époque-là, j'étais chargée de communication et un peu commerciale, et là je me retrouve en tant que chef de projet. Et puis du coup, on continue de travailler ensemble parce que on savait pertinemment que, on avait un certain feeling, qu'il y avait quelque chose. Enfin, c'était à la suite de l'alternance, j'étais un peu déçue d'être partie et d'avoir laissé certaines relations. Mais j'étais persuadée qu'on allait se retrouver plus tard. Et du coup, ce genre de projet, c'est le moment où on essaie de refaire des connexions avec certaines personnes et que le temps fait les choses au fur et à mesure. C'est très intéressant ce que vous me dites. Euh, Au-delà de tout ça, j'imagine que c'est pas que des plaisirs, Mm. que parfois ce sont des défis à relever. Et je voulais vous demander quels étaient ces défis et comment vous arrivez à les relever. Euh,
Alors, entre les différents projets, je vais d'abord parler de la nuit des sports parce qu'il y a plus de recul par rapport à ce projet. Un défi premier qu'on a estimé être le plus important lors du lancement de l'événement, ça a été ok, on met en place cet événement. Est-ce que ça va ramener du monde? Est-ce que ça intéresse les gens? Et, et est-ce que finalement, cet événement, il a lieu d'être? Donc ça a été un gros stress par rapport à ça. On s'est demandé si on allait remplir la salle. Finalement, première année, la salle était presque comble. Donc une salle qui peut accueillir quand même pas loin de 300 personnes. Donc on était très contents. Donc ça, sur la partie événementielle, c'est toujours d'avoir du mal à estimer si ce projet va fonctionner, si on va ramener du monde, parce que les gens ont du mal sur les réseaux ou enfin dans la communication en général, ont du mal à être réactifs. D'autant plus depuis le Covid, c'est souvent du dernier moment. Oui, bien sûr. Voilà. Donc même si on met en place des réservations 3 mois à l'avance, c'est toujours 2 semaines à l'avance que ça se décante. Donc on est un peu pas mal stressé quand même on va dire le mois avant qui précède l'événement. Donc ça c'est un premier défi où généralement on est agréablement surpris parce qu'il y a de plus en plus de monde chaque année. Et le second défi, c'est la partie financière où en fait ça découle aussi de cette partie où de savoir si on va ramener du monde parce que du coup ça va faire des entrées, ça va faire de la consommation que ce soit sur les goodies, la restauration, la buvette sur place et que à côté de ça, nous on a des prestataires aussi à payer. Donc le speaker, le poste de secours, la régie son, lumière, enfin tout un tas de prestataires et que nous on se repose mais sur tout ce qui est rentrée d'argent par rapport à ça. Donc c'est un stress aussi jusqu'au jour J, jusqu'au dernier moment, jusqu'à même un petit peu après une fois qu'on a fait les comptes. C'est un second stress. Mais bon, quand on voit qu'il y a pas mal de personnes, qu'on voit que ça consomme, que les gens sont contents, que tout se passe bien, généralement il n'y a pas de souci pour la partie finance. Ça va mieux. C'est ça, la pression redescend après. Alors, vous me devancez dans mes questions. Je voulais vous demander quel type de projet avez eu vous l'occasion de gérer. Bon, on en a parlé. Moi, j'aimerais vous demander quel est le projet dont vous êtes le plus fier. Là, j'ai envie de parler de la nuit des sports de combat et des arts martiaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter? En fait, vu que ça a été un projet qui a été lancé au cours de ma dernière année d'alternance. Sur cette dernière année d'alternance, je m'étais dit, parce que j'ai changé chaque année d'alternance, parce que je voulais m'ouvrir un maximum de portes et aussi apprendre chaque année différentes choses, de pas rester enfermée. Et pour le coup, cette année, lors du lancement de ce projet, donc qui est un spectacle grand public dédié au sport de combat et des arts martiaux, sur cette année de lancement, je m'étais dit, bon, il faut que, là c'est ta dernière année, tu veux t'orienter vers l'événementiel, et en tant que chef de projet, faut que tu saches être proactive et autonome. Donc là, c'est un gros challenge, tu vas créer un événement de A à Z, quasi toute seule, parce que j'avais l'expertise du président du club de lutte, mais qui lui m'a apporté beaucoup de connaissances sur le milieu des sports de combat et des arts martiaux. Il m'a aussi ouvert beaucoup de relations sur le territoire du Val-de-Lère, du bassin d'Arcachon, et lui avait déjà eu l'expérience de certains événements sportifs, donc dédiés à la lutte. Donc en fait, comment dire, ce lien intergénérationnel a été hyper enrichissant. Donc on a lancé ce projet à deux, étant donné que j'étais sous son aile pour mon alternance.
Et du coup, ce projet, par la suite, sur la première édition, le public, les participants, les prestataires ont été très contents. Donc, je me suis dit, ce serait dommage d'avoir fait tout ce travail, d'avoir créé une charte graphique, des supports de communication, un logo, un nom, d'avoir travaillé pendant plus de 6 mois dessus pour qu'en fait l'événement soit pas renouvelé. Donc, et c'est pas dans mon état d'esprit, c'est quand je m'engage sur un projet, quel qu'il soit, le but c'est de le développer et de faire en sorte de l'améliorer et que ça se développe au fur et à mesure. Donc du coup, ce projet, on en est à la 3e édition cette année, qui regroupe une dizaine d'associations, qui soient du bassin, du Val de l'Air, donc bassin sud et bassin nord, qui soient aussi côté plus Bordeaux. Le but, c'est que ça devienne aussi un événement départemental, voire peut-être d'ici quelques années régional, en fonction. Voilà, on peut pas anticiper comment il va évoluer, mais faut pas. Je pars du principe que quand on a des rêves, quand on a des ambitions, faut pas avoir de limites. Faut pas non plus se mettre la barre trop haute. Mais voilà, faut pas se mettre de limites par rapport à ça. Et donc voilà, aujourd'hui on est à 10 associations. On a aussi la championne du monde de kickboxing qui est locale, qui va venir. Ah oui, quand même. Ouais, donc qui est aussi, on s'est rencontrés, qui intègre aussi ces valeurs de partage et d'ambition par rapport au monde sportif, même en général. Donc c'est des personnes comme ça qui, pour moi, sont pertinentes à faire intervenir et puis qui nous aident aussi à porter ce genre de projet parce que au bout d'un moment, là, je suis toute seule, on va dire, même si le président du club m'épaule quand même pas mal. Mais c'est vrai que plus l'événement va prendre de l'ampleur et plus l'équipe va devoir grandir parce qu'au bout d'un moment, je pourrais pas tout gérer. Donc du coup, c'est de bien s'entourer et de créer des relations qui soient sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Puis après, donc on a aussi des partenaires qui viennent de la région bordelaise qui veulent aussi s'intégrer sur ce projet, qui veulent nous donner un coup de pouce. Donc voilà, au fur et à mesure, il y a des personnes qui s'intègrent et puis l'objectif, ce serait, pour l'instant, c'est un spectacle nocturne, donc dans une salle de spectacle, mais l'objectif, ce serait, pourquoi pas que ça se transforme en festival des sports de combat et d'arts martiaux, voire en festival du sport, on sait pas. On verra quelle tournure ça prendra au fil des années. Sky is the limit, comme dirait l'autre. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite toute la réussite possible pour cet événement. Merci beaucoup. Selon vous, quelles sont les étapes clés pour réussir ce genre de projet ? Au début, c'est venu un peu au feeling. Alors les étapes clés, je dirais qu'au départ, c'est d'avoir l'idée, de cerner en fait peut-être un besoin, une idée, et de savoir, de définir les objectifs, pourquoi on le fait, dans quel but, pour qui. Enfin de se poser voilà toutes ces questions, pour qui, pourquoi, quand, où, comment. Et une fois qu'on a répondu à tout ça, c'est d'essayer de se visualiser ce projet, de s'entourer aussi, de prendre les bons contacts, de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir monter au fur et à mesure la stratégie. Donc déjà de définir le concept du projet et après au fur et à mesure que ce soit sur la partie communication, sur la partie budget, sur la partie partenariat, logistique, d'estimer un peu tout ça, parce que par la suite, c'est faut qu'il y ait un petit comité organisateur, mais après ce projet, va falloir qu'il soit communiqué, et que la meilleure source de communication, c'est le bouche à oreille. Et autant ça peut être une très bonne source de communication positive, autant si le sujet est mal cerné ou très mal vu,
ça peut être aussi de la communication très négative. Donc déjà de bien cerner, de bien cadrer le projet, quitte à y passer du temps. Et là, je parle en tant que grande impatiente. C'est comment dire, c'est un métier aussi où on apprend à être très patient, à poser le cerveau, à respirer. Euh, et donc, du coup, une fois qu'on a cerné, qu'on a structuré notre projet, qu'on a ciblé les personnes qui pouvaient nous accompagner en fonction des compétences, c'est de mettre tout ça en route au fur et à mesure. Donc, de solliciter les personnes qu'on souhaite intégrer. Là, je me base sur, par exemple, la Nuit des sports de combat et des arts martiaux, donc de cibler les associations qui vont participer, de définir aussi un cadre, de leur expliquer comment ça va se dérouler, parce que forcément, il y a plein de questions qui vont venir au fur et à mesure, et que si on maîtrise pas notre projet, ça va être compliqué de leur répondre, on va perdre beaucoup de temps, voire même on peut aussi se décrédibiliser vis-à-vis de certaines personnes. Donc voilà, au fur et à mesure, ça va être ça. Et puis la partie budgétaire, où, qui va prendre très vite toute son importance pour savoir est-ce que les entrées on les fait gratuites, payantes, quel est par rapport à notre cible, est-ce qu'on pratique tel ou tel tarif. Voilà, toutes ces questions qui vont être qui vont être amenées à être posées sur la table. Et puis, après, généralement, il y a tout qui se découle, les réunions d'organisation, de, de aussi faire attention sur les deadlines, de communiquer relativement en amont, mais pas trop près de l'événement, pas trop en retard. De communiquer 6 mois avant. Si c'est un événement local, ça sert potentiellement à rien. Mais 1 ou 2 semaines avant, ça va être compliqué, parce que les gens ont besoin aussi de s'organiser un petit peu. Bien sûr. Est-ce que vous avez des outils ou des méthodes spécifiques pour organiser du coup ce genre de projet? Mes outils, ça va être mon ordinateur, mon téléphone et De l'huile de coude. de l'huile de coude, c'est ça. Et du coup, mon bloc-notes. Et après, parce que aujourd'hui, le téléphone, c'est aussi un mini ordinateur. Quand on peut pas l'emmener partout, on peut prendre des notes, on passe les coups de fil, tout ça. On peut accéder aussi à certains fichiers sur le Drive ou autre. Et pour le coup, sur l'ordinateur, j'utilise tous les outils classiques, style Excel, Word, le Drive aussi pour faire des dossiers partagés, et puis pour suivre tout l'avancement du projet. Donc vraiment, je pars du principe qu'il faut être le plus simple possible et éviter de se mettre, de solliciter trop d'outils, parce que sinon c'est là où on peut très vite s'en mêler les pinceaux. Oui, on peut vite se perdre avec toutes les applications qu'on peut avoir, C'est tout ça. ça. C'est vrai que ça demande une organisation. Mais pourtant, il y a des logiciels qui permettent d'organiser des projets. Actuellement, j'essaie de m'y mettre un petit peu, mais je sens que je suis pas encore hyper à l'aise avec. Donc, pourtant, je pense, c'est des outils qui sont hyper performants, mais il vaut mieux rester, si on maîtrise pas certains outils, vaut mieux rester le plus simple possible si on s'en sort bien avec. Et puis, apprendre en parallèle, d'évoluer sur ces outils, ça n'empêche pas. Est-ce que vous avez une anecdote mémorable ou amusante liée à ce genre de projet pendant la création ou même durant l'action? On était sur la fin de journée donc du montage de l'aménagement de la salle, et on attendait. Alors ça fait partie des aléas de l'événementiel, mais c'est le jeu. On était sur la fin de l'aménagement et j'attendais la partie restauration. Donc le prestataire qui faisait toute la partie restauration, qu'on avait pas mal de repas qui étaient réservés. Donc du coup, on l'attendait pour pouvoir l'installer, pouvoir l'accueillir, tout ça, et que on voyait le temps qui passait, que les portes au public allaient bientôt s'ouvrir, que les bénévoles, les prestataires n'avaient pas encore mangé,
que moi, le stress commençait à monter. J'imagine, oui. Du moment que le spectacle n'a pas commencé, le stress ne fait que monter. Une fois que c'est lancé, après, ça va. Et que là, ça faisait 2 heures qu'on attendait le prestataire, que j'essaie de l'appeler, que je l'attends, que personne n'arrive à avoir son contact, personne n'a de nouvelles. Quel stress. Voilà. Et puis, du coup, les bénévoles, les assos qui viennent me voir, oui, Oriane, quand est-ce qu'on peut manger? Tu sais quand est-ce qu'il arrive? Et que là, faut répondre quelque chose, et que je pense que ces personnes ont vu dans mon regard que c'était vide, que à ce moment-là, mon cerveau ne fonctionnait plus, et que là, j'étais en train de réfléchir j'étais en train de me dire, ok, on a plein de repas qui ont été réservés, qu'il va falloir nourrir tout le monde. Va falloir peut-être trouver un plan B au cas où si le prestataire nous a posé un lapin. Allez, on fait des sandwichs. Voilà, donc ça commençait à la fois à réfléchir et puis à la fois, enfin, tout un tas de questions. Et que là, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais faire un malaise parce que mon cerveau n'était plus du tout oxygéné. Et que à force que à peine une personne venait me poser la question, qu'elle repartait, il y en avait une autre qui arrivait pour me poser une autre question sur une partie technique. Et que là, mon cerveau a failli faire reset total. Et bon, après, quand le prestataire est arrivé, C'est redescendu. ça a été un gros soulagement. Mais oui, je me rappelle, ça a duré pendant une bonne heure où ça a été compliqué d'oxygéner le cerveau. Et qu'à la fin de la soirée, certains qui m'avaient sollicité à ce moment-là m'ont dit « Oui, on a vu que c'était un peu compliqué. » On a le même souci souvent quand on quand on fait des projets, alors peut-être pas avec des prestataires, mais on a toujours ce genre de comment dire d'imprévu. Mais c'est le jeu de la vie. Voilà, c'est ça. Et quand on est devant le fait accompli et qu'on ne peut rien faire, c'est la catastrophe. Mais en général, enfin, je touche du bois, personnellement. Il faut. Ça s'est toujours bien passé. Par la suite. En tout cas, on n'en a pas tenu rigueur. De toute façon, même si on anticipe au maximum, il y a toujours des imprévus. Donc, à partir du moment où on le sait, on arrive un peu mieux à le gérer. Mais bon, sur le moment, c'est pas agréable. Je peux pas dire. Vous avez le stress un petit peu quand il y a des événements qui se passent comme ça, le jour avant, la veille? Est-ce que la nuit, vous avez les yeux de hibou et vous n'arrivez pas à dormir? Ou est-ce que au final, vous vous dites, bon, ça se passera comme ça se passera, pardon. Alors, je suis quelqu'un de relativement stressé au départ. D'où le côté sportif aussi qui m'aide vachement à évacuer. Avec l'expérience, au fur et à mesure, il y a moins de stress. Quand je sais à qui j'ai affaire, à quoi, comment ça va se dérouler, je suis quelqu'un qui a besoin d'être extrêmement rassuré, mais que ce soit sur tout type de projet, de savoir comment ça va se dérouler, dans quel contexte, enfin, voilà, de poser, on va dire, la structure et l'environnement. Mais je sais que la veille de la toute première édition, oui, j'étais très stressée bien 2 semaines avant, que le soir j'avais du mal à m'endormir, que je tournais dans mon lit, qu'il y a eu des fois où j'ai fait des nuits blanches. Là, on est sur cette 3e édition. Je sens inconsciemment qu'il y a un petit stress, mais là, j'ai du mal à me dire que c'est dans 2 semaines, que je réalise pas et que ça va arriver très, très vite. Donc, j'essaie de me faire prendre conscience quand même que ça va arriver, sans trop me mettre de stress, mais du coup, maintenant, je sais un peu mieux gérer mon stress par rapport à ça. Donc, de sortir, de s'octroyer aussi des moments pour soi, et puis de pouvoir être comme ça, être plus efficace quand je me mets à travailler sur ce projet. Alors c'est sûr que il faut se dire toujours qu'une action, déjà souvent on la fait pas toute seule et que voilà, les imprévus ça existe et que malheureusement un jour ou l'autre ça arrive. Mais c'est pas forcément de la faute d'un tel ou d'un tel. Parfois, nous on a eu par exemple une fois où c'était la météo qui était pourrie et on n'a pas pu mettre en place ce qu'on voulait, quoi.
Mais ça arrive et malheureusement, il faut faire avec. Et ça demande parfois des compétences et des qualités qui, selon vous, quelles sont ces compétences et ces qualités qu'il faut avoir pour ce genre d'expérience, de mauvaise expérience? Mais en soi, indirectement, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation, Gestion du stress? la gestion du stress, de savoir, ouais, de s'adapter aux situations, de pas, de se dire que le stress, c'est normal, c'est une émotion, c'est un sentiment qui est tout à fait normal chez l'être humain, qu'il faut savoir l'accepter et aussi reconnaître son stress, donc de le gérer. Chacun a un stress différent, chacun a une gestion différente de tout type d'émotion, donc là, il faut savoir se connaître aussi. Donc là, pour le coup, gestion du stress et la capacité d'adaptation, c'est ce qui est le plus important. De savoir aussi être à l'écoute, parce qu'on peut pas monter un projet tout seul en ayant la tête dans le guidon, avec les œillères, et au bout d'un moment, on va se prendre un mur. Ça, c'est sûr, parce que si on n'écoute pas les retours, les commentaires de certaines personnes, si on prend pas en compte certains retours, certains sentiments, certaines réactions, ça peut porter à des conflits potentiellement. Ça peut porter aussi à un sentiment d'insécurité, enfin plein de choses, parce qu'on est tous différents. Donc c'est savoir s'adapter autant sur le projet qu'aux personnes. Donc pour ça, la communication est extrêmement importante, de savoir faire la part des choses aussi, s'adapter aux différents types de profils, d'être donc à l'écoute et observateur aussi des gens qui nous entourent. Euh, et je dirais aussi l'aspect, la créativité, parce que si on veut monter un projet, il faut savoir avant tout être créatif, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'événements, il y a tellement de projets qui se montent, que peut y avoir une certaine concurrence, on peut dire. Donc les gens, c'est de se mettre à leur place et de se dire, mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont venir sur mon événement et pas sur tel autre événement, ou qui vont passer, enfin qui vont avoir des bons souvenirs sur cet événement-là. Donc c'est le côté créatif, et c'est aussi l'énergie qu'on partage, l'énergie qu'on diffuse, les valeurs qu'on va diffuser, qui va faire que les gens vont venir une fois, vont peut-être nous suivre sur les réseaux, vont revenir d'année en année. Et puis, typiquement, j'ai eu le cas d'une personne qui était venue sur la première édition, qui est revenue sur la deuxième édition, mais elle m'en a fait part là sur la seconde, qui m'a envoyé un message, et c'est hyper gratifiant, en disant écoutez, j'étais venue sur la première, je voulais voir ce que donnait la deuxième aussi. Ça a été renouvelé, c'est encore tout autre chose, que la personne a été vraiment surprise, et qu'elle avait vraiment passé un très bon moment, et qu'elle n'hésiterait pas à revenir sur la troisième édition pour découvrir encore plein de choses. Donc c'est des retours comme ça où là on se dit ok, moi je suis moi-même, je me mets pas une carapace à ce moment-là. J'ose aussi partager mes sentiments, mes émotions, de pas avoir de filtre, euh, et, euh, et du coup d'être positive, parce que c'est ce qui fait du bien aussi aux gens, et c'est ce qui donne envie de rester en contact, de revenir, et tout ça. Mais vous avez raison de rebondir sur ça, parce que gérer un projet, c'est une chose, mais on oublie souvent qu'il faut gérer l'humain derrière aussi. Et ça demande des compétences quand même assez aiguisées, parce que, comme vous dites, tout le monde est différent, tout le monde réagit pas pareil. Et pour essayer de comment dire, pour ménager, pardon, la chèvre et le chou, parfois c'est très compliqué. Ouais. Donc vous avez raison tout à fait de le signaler. Et pour tous les jeunes qui voudraient se lancer
dans ce métier, sachez que voilà, comme nous dit Oriane, c'est pas que des projets, que des statistiques, voilà. C'est aussi gérer de l'humain et il faut être polyvalent. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que le relationnel est vraiment hyper important. C'est ce que j'avais sous-estimé au départ, où je m'étais dit, moi, je vais lancer un projet, je vais être plus focus sur la partie stratégie, organisation, tout ça. Et en fait, je passe les 3/4 de mon temps à gérer le côté humain, parce que c'est de prendre le temps de communiquer avec les gens, que ce soit par téléphone, par réunion, par message, par mail, sur les réseaux aussi, et que c'est extrêmement énergivore. Ouais. Qu'il y a des fois, surtout que je suis quelqu'un qui est relativement sensible, donc forcément on capte certaines émotions, certaines énergies aussi, je pense, et que du coup, ben, de gérer certaines personnalités, certaines phrases aussi qu'on entend, faut savoir prendre sur soi, faut savoir aussi relativiser certaines choses, et puis adapter son discours et aussi ses expressions. Enfin, voilà, faut adapter sa personnalité aussi en fonction de chaque personne pour éviter de partir. Enfin voilà, parce qu'on peut avoir on peut autant avoir des personnes qui sont très bavardes, qui veulent nous apprendre notre métier. Donc c'est aussi de remettre gentiment à sa place. Autant on peut avoir des personnes qui sont très positives et qui font exactement sans qu'on leur partage, qui ont compris ce qu'on attendait d'elles. Et du coup, bah, ça, c'est le type de personnes ressources qui nous donnent de l'énergie. Où on est là, ok, donc c'est ça, c'est que je suis relativement claire dans ma communication. Il y a une connexion qui se fait parfois. Il y a une connexion et c'est hyper gratifiant. Mais qu'il y a aussi certains cas où, pour le coup, faut prendre sur soi et faut savoir ne pas, à ce moment-là, être sans chaud et ne pas être trop réactif, savoir analyser la situation et du coup, adapter son discours et les mots en fonction de la situation et de la personne. Et qu'il y a des fois, typiquement sur une réunion où j'ai dû prendre énormément sur moi vis-à-vis de certains profils et du coup après donc de restructurer, de reprendre, on va dire, la gestion de la réunion pour amener là où je voulais emmener les personnes, et qu'en fait, en rentrant chez moi, j'avais tellement pris sur moi que j'étais épuisée et que je m'étais dit: «Ah oui, ça a été 2 heures intensives en termes de gestion d'émotions, des relations», et que c'est fatigant. On s'en rend compte après coup parce que le corps, à ce moment-là, il relâche toute la pression. La batterie sociale se vide très très vite dans ce genre de situation. Après, il n'y a pas 36 solutions pour se gérer ça, c'est du repos. Oui. Parce qu'il faut prendre du recul parfois. C'est tellement de stress qu'à un moment donné, il faut, comme vous dites, prendre du recul, attendre un petit peu, et puis peut-être après réorganiser, comme vous dites. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier et voilà, c'est peut-être, comment dire? C'est peut-être le côté, on va dire, négatif pour certains, mais au final, je trouve, pour ma part, que c'est pas ce qu'il y a de plus négatif. Après, c'est comme tout métier, il y a des côtés, des aspects positifs comme des côtés, négatifs, donc c'est là où on sait, si on est fait, pour ça ou pas. Oui, après, il faut dire que ce sont pas des choses qui arrivent tout le temps non plus. Non, Donc, ce serait plus fréquent, ce serait peut-être plus compliqué à gérer. Exactement. Exactement. Je vais revenir sur la mission locale. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans votre parcours professionnel, que ce soit dans votre entreprise ou à Sarcycle? Oui, alors surtout j'ai sollicité très tardivement la mission locale, parce que j'en avais très peu connaissance. Oui. Alors, je vous coupe une seconde. Là, vous avez 25 ans. Vous êtes encore éligible mission locale et vous êtes venu à? J'avais 24 ans. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'en général le parcours est un peu plus tôt.
c'est vrai. Oui. Mais pour les gens qui font des études comme vous, il est tout à fait possible de prendre rendez-vous à la mission locale après. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé. En fait, alors moi au départ, du coup, j'étais inscrite à Pôle emploi parce que c'est le plus connu, c'est le référent pour tous. Après, par le biais de mes études, on m'avait présenté l'APEC, mais pareil, jusqu'à ce que je prenne contact avec eux, j'en savais pas plus que ça, ce qui était possible et tout ça. Et j'avais fait un séminaire avec l'APEC, mais je sentais que j'avais besoin, même si c'était hyper intéressant, j'avais besoin d'un complément, que j'avais besoin d'un coaching plus personnalisé, peut-être plus local, enfin personnalisé. Et, euh, et du coup, je recherchais, je sais plus comment je suis retombée sur la mission locale. J'en avais connaissance, mais pour moi, j'étais pas éligible en fait. Puis je m'étais dit que j'étais trop âgée, que j'avais loupé le coche. Et non. Et que du coup, non, en fait, j'ai pris contact, je crois, via Internet, en voyant un peu les antennes qu'il y avait autour de chez moi. Et du coup, c'est là où j'ai pris un premier rendez-vous pour en savoir un peu plus, déjà par téléphone, et puis après en physique pour présenter un peu plus l'accompagnement et cibler davantage mon besoin. Et que c'est là où je me suis rendu compte que c'était jusqu'à 26 ans, jusqu'à la veille des 26 ans. Donc je me suis dit, ok, bon bah je vais les solliciter maintenant. Enfin tout ce qui peut être sollicitable, ben moi je suis preneuse. D'autant plus que c'est local, c'est pas Et c'est gratuit. et c'est gratuit. Ouais. Voilà, donc c'était aussi ce côté-là qui était quand on est étudiant ou quand on sort d'études, c'est compliqué aussi financièrement. Que d'autant plus là j'avais un petit chômage grâce à l'alternance, mais petit quand même. Et du coup, ça me permettait pas de faire des formations en parallèle. Donc pour le coup, oui, la mission locale, je l'ai sollicitée pendant 4-5 mois, je dirais, jusqu'à ce que je trouve le poste chez Insercycle. Donc vous avez été accompagnée par Madame Garcia. C'est ça. On salue Sarah, Madame Garcia, qui est passée d'ailleurs dans le podcast juste avant. On la salue. Je voulais savoir si, durant cet accompagnement avec elle, est-ce qu'il y a eu des conseils ou un accompagnement, des formations, que sais-je, qui vous ont aidé? Alors au départ, alors c'est pas Sarah que j'ai eu en tout premier contact, c'était Gaëlle qui à la mission locale de Salles. Voilà, notre collègue Madame Gago qui est conseillère sur la permanence de Salles. C'est ça. Et du coup qui m'a accueillie, qui a été On la salue aussi, pardon. Oui. Et du coup qui a été très rassurante, qui a pris le temps de m'écouter, enfin voilà, on n'avait pas les yeux rivés sur le téléphone ou sur la montre. Ça a été vraiment, je me suis sentie vraiment entendue et comprise de ma situation. Et que du coup, voilà, ça a été vraiment cet aspect d'écoute qui a été hyper important pour moi, parce que ça a été une année qui a été très compliquée en termes de recherche d'emploi, et que là, sur cette fin d'année, j'avais vraiment besoin de soutien et d'accompagnement, parce que je sentais que ça commençait à être compliqué. Donc d'avoir déjà rencontré Gaëlle, ça a été un premier soulagement, que je me suis sentie soutenue, et que j'allais pouvoir être guidée, on va dire, dans ma recherche, dans ma stratégie, parce que je voyais aussi le chômage qui arrivait, la fin du chômage qui arrivait. Donc c'était de plus en plus stressant. Et que pour le coup, on réfléchissait à une stratégie qui me permettait de moins subir de pression morale par rapport à ça. Et c'est là où elle m'a mis en relation avec Sarah, qui m'a suivi un peu plus, on va dire, en coaching, que ce soit sur la recherche de types d'offres locales, de différents acteurs locaux, autant sur la partie
préparation d'entretien, parce que au fur et à mesure des entretiens, je commençais à perdre confiance en moi et je me disais, il y a eu des situations où je me retrouvais un peu à ne plus savoir quoi dire sur des entretiens parce que je perdais mes moyens. Et du coup grâce à Sarah et à son 1, 2, 3, grâce à son accompagnement, j'ai pu reprendre confiance en moi et me dire ok Oriane, t'en es capable et voilà, le stress c'est normal aussi et, Oui, tout à fait. voilà, d'avoir vraiment ce suivi coaching et du coup c'est grâce à Sarah aussi que j'ai pu arriver sereinement sur l'entretien pour le poste d'insert cycle. Ouais, écoutez, je suis ravie d'entendre ça. Juste pour nos auditeurs, ce qu'a fait Oriane, c'est qu'elle a pris rendez-vous avec sa conseillère la plus proche de chez elle, et quand elle lui a expliqué ses problématiques, la conseillère lui a passé le lead à une conseillère spécialisée dans le service emploi. Ce qui a permis à Oriane de discuter, de ces problématiques bien spécifiques liées à l'emploi. Quel message donneriez-vous à un jeune qui hésite peut-être à venir à la mission locale, qui se dit bah, c'est peut-être pas pour moi, ou je suis peut-être trop jeune, ou je suis peut-être trop vieux. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Euh, Ce que j'aurais envie de dire à n'importe quel jeune, c'est que euh, alors, je pars du principe que de toute façon, on est les seuls à pouvoir nous aider, que même s'il y a des personnes, des organismes qui sont présents pour pouvoir nous accompagner, il faut savoir être proactif dans sa recherche et ne pas hésiter à solliciter toute personne qu'on peut, tout organisme, que la mission locale, euh, si je m'étais pas reposé la question à un moment donné, si j'avais pas voulu creuser un peu plus loin parce que pour moi j'étais pas éligible et que j'étais peut-être pas le type de profil qui pouvait être accompagné, si on creuse pas, si on se renseigne pas, euh, c'est sûr qu'on va tourner en rond. Ou du moins on n'aura peut-être pas toutes les réponses qu'on souhaitait ou le soutien dont on avait besoin. Donc faut oser. Faut oser, ça coûte rien, il n'y a aucun risque. Les conseillers et conseillères ne mangent pas. Et, Pas encore. Pas encore, à ce que je sache. Tout le monde est ressorti de son rendez-vous entier, en tout Voilà. cas. Tout le monde a l'air d'être vivant. Mais voilà, que faut oser faire les choses et puis sortir peut-être de sa zone de confort quand on n'ose pas justement faire le premier pas. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. On arrive à la fin de cet entretien, donc je voudrais vous poser quelques dernières questions. Premièrement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui se souhaite qui souhaite se lancer dans la gestion de projet ou dans l'entrepreneuriat comme vous le faites? Comment dire, je repense à tout ce parcours que j'ai eu et ce que j'ai envie de dire, c'est quand on a des rêves, quand on a des projets, quand on a des idées, quelles qu'elles soient, c'est de se renseigner, d'en parler, parce que c'est hyper important d'en parler autour de soi, d'avoir aussi des avis extérieurs, de pas se lancer à l'aveugle, parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on est aussi une génération où le côté d'avoir une grande carrière dans une grande entreprise avec un CDI, ça se fait de moins en moins. Que j'ai été aussi confrontée à des structures qui au départ recrutaient en CDI, mais qui de plus en plus recrutent des freelances. Et que mine de rien, le côté freelance aussi, ça peut faire peur parce que financièrement, ça peut être relativement instable. Moi, la première, c'est au départ, je cherchais un CDI dans une grande entreprise, sauf qu'en fait, c'est pas ce qui me correspondait. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de pas hésiter à se renseigner, de pas hésiter à faire du bénévolat aussi, d'essayer de monter des projets
que ce soit au cours de sa formation, de sa vie étudiante, ou même en parallèle, de s'intégrer sur différents projets de bénévolat, ou petits ou grands, quels qu'ils soient. Parce que ça permet aussi de se créer du réseau, de se développer un réseau, et qu'aujourd'hui, le réseau, surtout dans l'événementiel, ou tout ce qui est gestion de projet, c'est hyper important. Et même, on est des êtres sociaux, donc des êtres sociables, on a besoin d'être entouré, et c'est hyper enrichissant de pouvoir collaborer avec différentes personnes, différents profils. Donc ouais, c'est ce que je pourrais dire, de pas hésiter à tester, et puis à prendre contact avec différentes personnes. Ah, merci beaucoup. On arrive au moment publicité, donc je voulais savoir si vous vouliez nous présenter un petit peu votre structure et en faire la pub. Ou d'un événement, dites-moi. Du coup, pour présenter ma structure, donc j'ai lancé O-Event Consulting, donc il y a 3 ans de ça, pour tout ce qui est gestion de projet. Donc l'objectif, c'est d'accompagner sur la partie stratégie de communication et événementielle différentes structures, différents acteurs sur la Gironde pour l'instant. Après, je dis pas, s'il y a d'autres projets plus loin, je suis ouverte aussi. Mais j'ai à cœur de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément envie de faire appel à des grosses agences, et d'avoir peut-être un suivi plus local, plus personnalisé, que potentiellement aussi en termes de feeling, ça passera peut-être mieux avec moi, ou je sais pas, avec d'autres personnes. Après ça, c'est en fonction de chacun. Et donc là, pour partager du coup la nuit des sports de combat et des arts martiaux, c'est un événement qui aura lieu, je sais pas quand sortira le podcast, qui aura lieu le 5 avril 2025. Oh, il y a moyen que ça sorte un petit peu avant. Voilà, donc ça fera le petit coup de boost J'espère, communication. j'espère. Et donc c'est un événement grand public qui a pour vocation de faire découvrir l'univers des sports de combat et des arts martiaux, et de façon plus générale les valeurs que met en avant le sport, que met en avant aussi les liens sociaux qu'on crée à travers un projet événementiel, à travers le sport. Et du coup, il y aura aussi des acteurs présents pour en parler, pour parler aussi de leur parcours par rapport au sport, ou par rapport à différentes rencontres qui ont été faites. Que ce soit par exemple la place de la femme dans le milieu des sports de combat, ou par exemple des personnes qui ont vécu des situations médicales assez compliquées, et qui ont eu peut-être des freins pour la reprise sportive. Donc voilà, il y a différents acteurs qui vont intervenir, qui vont aussi partager leur expérience, et puis toutes ces associations qui vont être là pour vous faire découvrir du coup leur univers à travers des démonstrations avec des sportifs de haut niveau. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir partager un moment convivial avec vos amis, vos collègues, votre famille. Enfin, c'est ouvert à tout le monde, c'est pour les petits comme les plus grands. Donc donc voilà, ce sera avec grand plaisir d'accueillir tout le monde, et puis de faire en sorte que cet événement se développe d'édition en édition. Et évidemment, si vous me dites, Oriane, si vous avez des réseaux sociaux ou si vous avez des contacts, évidemment, on mettra tout dans la barre de description. Vous me ferez un retour? Avec plaisir. Ça marche. Notre dernière question. Pour conclure, quel est le message, la réflexion que vous aimeriez partager avec nous? Ou est-ce que vous avez un dernier message à nous partager? Il y a quelque chose que j'aimerais partager aussi, parce que je suis persuadée que le métier qu'on incarne chacun aujourd'hui, c'est lié aussi à notre parcours de jeunesse, à notre enfance aussi, qui nous a construit, qui nous a amené à être la personne qu'on est aujourd'hui, et que
comment dire, que la personne, pardon, que la personne qu'on est aujourd'hui, le caractère qu'on a, que là où on se trouve, que les projets qu'on développe, les connexions qu'on a, elles sont pas là pour rien, et que c'est lié aussi au parcours de vie de chacun. Et alors c'est la première fois que j'en parle publiquement, parce que j'ai eu aussi un parcours, aujourd'hui, en 2025, ça va très bien, mais j'ai eu aussi un parcours semé de pas mal d'embûches, parce que euh, mon début de vie n'a pas été facile. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai eu un cancer de la moelle osseuse, ce qu'on appelle de façon plus scientifique un lymphome anaplasique à grande cellule. Donc à 4 ans, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe, sachant qu'on commence l'école, qu'on est coupé d'un seul coup de tous liens sociaux, et on est trimballé d'examens en hôpitaux, voilà, tout ça. Donc ça n'a pas été facile de se reconstruire par la suite, sachant que j'ai été greffée, j'ai eu de la chimio pendant pas mal d'années, et donc j'ai pu quand même suivre, j'ai pu ne pas, comment dire, prendre de retard niveau scolaire. J'ai jamais redoublé, parce que aussi j'ai été entourée de personnes qui ont fait en sorte de pouvoir me suivre scolairement, de pouvoir m'accompagner, de pouvoir faire en sorte que je vive au mieux que possible une enfance normale, même si elle n'était pas tout à fait classique, on va dire. Et que il y a eu beaucoup de traumatismes, il y a eu beaucoup de séquelles liées à cette période qui arrivait à l'adolescence, la période de l'adolescence où c'est une période qui est très compliquée pour tout le monde, parce que on se cherche, parce que on grandit, on se développe, on devient adulte au fur et à mesure, qu'il y a aussi beaucoup de questions vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, que pour le coup, il y a eu beaucoup, même sur cette période-là, j'ai voulu mettre mon passé de côté, sauf qu'il m'a très vite rattrapé, qu'il y a eu des traumatismes qui ont ressurgi. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement pour la gestion de stress par rapport à certaines choses, et beaucoup de travail sur soi pour apprendre aussi à se connaître, pas pour gérer certaines situations de stress, pour aussi prendre confiance en soi, parce que comme toute maladie, au bout d'un moment, ça nous enlève aussi une certaine bulle, une certaine confiance en soi, et que ça a été un travail de longue haleine. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que je m'épanouis dans mon métier, dans ma vie de tous les jours, dans la vie sportive, tout ça. Mais c'est quelque chose que je garde aussi en moi, que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'a permis de me construire. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir ce côté un peu enfin, même très ancré de résilience, de toujours croire en soi, de se dire, voilà, j'ai frôlé la mort très jeune, et aujourd'hui, je veux la vivre pleinement. Et que du coup, je suis persuadée que si je suis dans l'événementiel, c'est que j'ai envie de procurer des émotions, j'ai envie de partager certaines choses, j'ai envie de faire passer des bons moments aux gens, et qu'en fait, petite, ce qui m'a fait tenir aussi, c'est le côté positif, que ce soit des infirmiers, des médecins, de mon entourage, ou aussi des événements avec certaines associations où je pouvais sortir pour, pour avoir ces émotions, de continuer à essayer de vivre normalement, et de pouvoir se déconnecter aussi du quotidien qui était très pesant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie par le biais de mon métier, de partager, et du coup que ça se répercute aussi pour plein de personnes. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je suis un peu émue par votre témoignage. C'est très, très gentil à vous de
de nous partager ce moment parce que on a peut-être des jeunes dans la même situation que vous, peut-être pas exactement, mais en tout cas qui ont des problèmes de santé et c'est un beau message que vous partagez. Donc je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et évidemment, on vous souhaite toute la réussite du monde et évidemment, beaucoup de santé. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci pour cet échange et puis pour l'accueil et de m'avoir sollicité aussi. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est important de partager ce parcours de vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Et comme je disais, c'est la première fois que j'en parle publiquement de ce passé qui, pour moi, a toute son importance parce que c'est un exemple comme un autre. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas vécu la même situation, mais des situations similaires. Et, et que du coup, ouais, c'est de pas mettre tout ce qui nous a construit, de pas le mettre de côté, que ça fait partie de nous et qu'il faut s'en servir comme force. Et, et que du coup, en parallèle, ce projet, enfin, pas ce projet, mais cette expérience, je vais l'amener sur un projet d'écriture qui a aussi pour vocation, ben, un peu comme ce podcast, de partager mon parcours et de donner aussi cet espoir, ces conseils et puis ma vision des choses voilà, pour aider certaines personnes qui aimeraient pouvoir se développer aussi personnellement. Ouais, si vous menez ce projet à bien, on sera ravis de vous réécouter, si vous le souhaitez en tout cas. Nous, on serait ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est une autre aventure, hein, l'écriture. Et puis si vous voulez parler un petit peu de votre parcours, ça va être grand plaisir. Mais ce sera avec grand plaisir. Je vous en tiendrai informée. Ça marche. Bon, je vous remercie beaucoup, Oriane, pour toutes les informations que vous nous avez données. C'était un entretien hyper enrichissant. Et je crois que c'est celui qui m'a le plus touchée de tout ce que j'ai pu faire. Donc vraiment, merci d'avoir tout partagé avec nous. Et puis j'espère à très bientôt. Avec grand plaisir en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup, Oriane. À bientôt. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci à Oriane d'avoir partagé avec nous son parcours et ses projets passionnants. Pour suivre son actualité, retrouvez-la sur ses réseaux sociaux en barre de description. Et ne manquez pas la nuit des sports de combat et des arts martiaux le 5 avril 2025 à la salle du Bateau Lyre au Barp. Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous êtes déscolarisé, la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre est là pour vous accompagner vers l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Retrouvez-nous sur de nombreuses communes du bassin Nord, bassin Sud et Val-de-Leyre et prenez rendez-vous avec un conseiller près de chez vous au 05 56 22 04 22. Retrouvez tous nos réseaux sociaux en barre de description et merci d'avoir écouté cet épisode de Job Story. À très bientôt pour de nouveaux parcours inspirants.